Comme professeur Miron a mentionné, j'ai fait le doctorat en sciences des religions et je me permets de citer Søren Kierkegaard, un Danois de l'époque romantique, milieu du 19e siècle, qui parlait de ce qui est nécessaire dans la vie, c'est un saut de la foi. Et en quelque sorte, c'est un saut collectif qu'on va faire cet après-midi. Et c'est un saut de la part du professeur Wallet. On s'est croisé à peine 2-3 fois. On a échangé 4 phrases peut-être. Donc, il entre là. Il a bien voulu accepter l'invitation. On a eu une réunion préliminaire avec le professeur Miron. J'ai expliqué un petit peu la méthodologie. Et puisqu'il y a des gens qui sont ici pour la première fois, je me permets de le signaler, cette méthodologie. Et je vous demanderai tout simplement de vous assurer que si vous avez des appareils qui sonnent ou des choses comme ça, vous assurer qu'ils sont bel et bien fermés. Et je veux établir d'emblée dans cet atelier dialogique que le principe opérateur est celui-ci. Il n'y a qu'une mauvaise question, celle qu'on ne pose pas. Donc tout au long du temps qu'on a ensemble, je vous invite tous, y compris notre invité d'honneur, le professeur Wallet, de poser une question. Donc, qu'est-ce qu'on a fait vendredi dernier? Vous avez là un petit peu la thématique, n'est-ce pas, du cours du professeur Miron. Et c'est beaucoup axé autour du voyage. Eh bien, le printemps dernier, lors de la première rencontre avec le professeur Miron, elle m'a fait part justement de la thématique. Donc, je ne connaissais pas personnellement le professeur Wallet, mais je connaissais ses écrits. C'est d'ailleurs par son écriture, surtout, que je le connais. Et il y avait des passages qui m'ont beaucoup interpellé. Et donc, je les ai choisis en conséquence de la thématique de ce cours. Et dans un premier temps, vendredi dernier, j'ai mis sur la table le mot « visiter » et j'ai demandé à chaque personne d'écrire leur définition personnelle du mot « visiter ». Et par la suite, j'ai demandé à chaque personne d'écrire leur définition personnelle du mot « rencontrer ». Évidemment, j'avais choisi ces mots pour 2 raisons. D'abord, la thématique du voyage, visiter, rencontrer. Et je l'ai choisi en conséquence des textes qu'on allait étudier. Et ces textes proviennent justement à force de voir. Donc, je devrais vous avouer, mea culpa, professeur Wallet, tout le monde n'était pas au courant de ce qu'ils avaient devant eux, étaient de vos écrits. D'ailleurs, à la fin de l'atelier vendredi dernier, on m'a demandé, mais qui a écrit ce texte-là? Ah bon, ouais. Vous l'avez distribué de manière anonyme. Anonyme, tout à fait anonyme, comme on va faire tout à l'heure encore. Puis, ils ne savaient pas d'où provenaient ces textes non plus. Alors là, j'avoue, tous les textes proviennent de ce livre-là. Et je l'ai fait très exprès pour qu'ils se situent, eux ou elles-mêmes, sans les... Si j'avais dit, mais c'est quelqu'un qui a gagné 2 fois le prix du gouverneur général, c'est quelqu'un qui a gagné le prix d'Anastase David, les textes proviennent d'un livre qui a gagné le prix du gouverneur général, mais qu'est-ce que moi je peux dire? Il est couronné. Or, on voulait ça n'a pas beaucoup de signification, le couronnement. On voulait favoriser un débat d'idées autour de vos écrits, de sorte que les écrits eux-mêmes soient ce qui nous interpelle. Or, j'ai mis visiter et j'ai mis rencontrer, et ensuite on est allé étape par étape dans cette méthode dialogique. La première étape, après les définitions personnelles, c'est la dimension empirique. J'observe.
je remarque, je note, parce qu'on commence avec les faits, avec les données. Ensuite, avec les observations. L'observation, la dimension empirique, c'est le dénominateur commun entre les arts et les sciences, qui est en soi un dialogue qui vaut la peine. Deuxième dimension, la dimension cognitive. Je pense. Alors là, l'élément de l'analyse, de la critique, y a-t-il un récit? Est-ce que ça tient debout? Est-ce que vous voyez une trame narrative dans cet écrit? Donc, troisième étape, la dimension affective. Je ressens. Qu'est-ce que vous ressentez face à cet écrit? De l'écrire. Et tout ça s'est fait in situ, sur le jet, sur le champ. D'ailleurs, ils ont tous écrit à la main, et je vais lire tout à l'heure de façon anonyme ce que les personnes ont écrit. Et pourquoi est-ce que je demande qu'ils le font à la main? Après 26 ans d'enseignement, je me suis rendu compte que l'écriture est la signature de l'âme. Et ça fait partie intégrale de l'identité. Moi, je peux identifier tous mes étudiants et étudiantes, quels ou non, par leur écriture. Donc, ça m'aide à établir ce rapport pédagogue, ce rapport pédagogique. Donc, après la quatrième dimension, la dimension subconsciente, je les ai invités à écrire tout ce qui leur passait par l'esprit à la lecture des textes. Ensuite, la synesthésie. Quand vous lisez ce texte-là, qu'est-ce que vous voyez? Et l'autre dimension, quand vous lisez ce texte-là, qu'est-ce que vous entendez? Et ensuite, je leur demande dans le contexte de l'écrit, que veut dire le mot « visiter » dans ce contexte? Dans le contexte de cet écrit, que veut dire le mot « rencontrer » ? Alors, si vous voulez bien, professeur Wallet, je vais lire de façon anonyme, pour avoir une vue d'ensemble. Donc, je vous donne un exemple, professeur Wallet, et là, je vais lire à haute voix, de façon anonyme, ce que les gens ont écrit. Et suite à cela, on va inviter le professeur Wallet à répondre. Et là, on va ouvrir tout grand le débat sur cela. En fait, ces écrits sont en quelque sorte les catalyseurs pour notre conversation collective sur sa vision créative, sa démarche artistique, à travers le prisme de ses écrits. Alors, voici un exemple. Ma définition de visiter. Me joindre à quelqu'un ou quelque chose, y surgir, y pénétrer, y prendre part. Visiter, c'est rejoindre l'autre, chez lui, dans son intimité, son espace propre. Visiter, il s'agit d'une action faite envers quelqu'un, et non, s'il s'agit d'une action faite envers quelque chose et non quelqu'un, c'est parcourir, déambuler dans l'ailleurs, se perdre peut-être. Et je dois spécifier, professeur Wallet, qu'à ce moment-ci, ils n'ont aucune idée des extraits des textes qu'ils vont voir. Ils ne savent pas que visiter fait partie intégrale du texte qu'ils vont lire. C'est uniquement leur définition à eux. Le mot rencontrer, contact, choc de deux êtres différents et indépendants qui en vient en se butant l'un à l'autre à établir un dialogue, parler ou silencieux, verbal ou corporel, dans lequel ils se comparent, s'observent, se remettent en question avant de poursuivre le chemin de l'avant-choc, de l'avant-contact, seuls, chacun de leur côté, mais portant la marque, l'empreinte laissée par cet incident humain sur la frontière de leur être à jamais.
changé. Donc, avant d'aller plus loin, professeur Ouellet, avez-vous des questions? Écoutez, c'est autant d'énigmes, parce qu'évidemment, définir un mot comme visitation, ce n'est jamais totalement le cerner, c'est au contraire l'ouvrir. Vous avez remarqué que on ne se contente pas de dire, voilà, c'est simplement se joindre à quelqu'un ou surgir dans son milieu ou son environnement, entrer dans son monde intime. On ajoute constamment de nouveaux sens, de nouvelles connotations, de nouvelles peut-être métaphorisations également, parce qu'on n'en reste pas au sens littéral. On va déployer le plus large possible l'éventail complet du sens que peut porter un tel mot. Alors j'aime beaucoup cette façon de définir, parce que le mot définir est un peu négatif. C'est quelque chose qui finit. Moi j'aime bien infinir les mots plutôt que les définir, c'est-à-dire les considérer comme une espèce de noyau ou d'amande qu'on ouvre littéralement pour en faire sortir toute la substance, toute la sève, tous les germes, tout ce qui peut donner naissance à autre chose que le mot lui-même. Donc il faut que le mot prolifère. Et je pense que là, la personne qui a écrit cette infinition du mot visitation a voulu justement faire proliférer ce mot. On peut l'amener encore plus loin, ce mot-là, parce que vous savez qu'on peut aussi être visité par une idée, visité par un songe, par une image, par une parole, par un esprit. Enfin, on aura l'occasion sans doute de revenir un peu plus tard sur cette idée de l'esprit migrateur, je pense qui vous est un peu familier puisque c'était un peu au programme de votre séminaire. Et cette notion vient de toute une grande tradition, plus que millénaire, et qui est celle de la transmigration des âmes. Donc dans cette idée de visitation, il y a aussi ça. Vous savez qu'après l'annonciation à Marie par l'archange du fait qu'elle va enfanter d'un Dieu, il y a eu la fameuse visitation de la mère de Sainte Anne, et cette visitation va beaucoup plus loin qu'une simple rencontre. C'est quelque chose qui va constituer en même temps le nœud d'un mystère. Il y a quelque chose le message qui est transmis à la fois de l'ange à Marie et de Marie à Anne, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'incompréhensible. Voilà. Donc, quand on visite quelqu'un, au sens fort du mot visitation, on rencontre son mystère, on rencontre quelque chose qui est énigmatique. C'est-à-dire qu'on ne va pas rendre visite seulement aux familiers. On a l'habitude, je pense, de parler de la visite ici au Québec comme de la parentèle, des gens qui sont des proches et qui viennent nous rencontrer à la maison, dîner, déjeuner, etc. Mais le sens fort du mot visitation, c'est plutôt ce contact avec ce qui est étranger, et miraculeux, énigmatique, beaucoup plus qu'avec le familier ou le familial. Puisque je sais qu'on va parler un petit peu de la force de voir, je pense que cette visitation qui est propre à la rencontre de l'œuvre d'art est liée à ce désir d'inconnu, ce désir de pénétrer dans le monde étrange, et non pas simplement de rentrer à la maison auprès de la famille, qui est le sens peut-être le plus commun du mot visite. Donc j'aime beaucoup cette idée, surtout dans la perspective du voyage et du nomadisme, cette idée de visiter non seulement l'autre au sens de son prochain, mais le tout autre également, qui échappe même à l'idée du prochain, c'est-à-dire visiter le lointain, de ce qui est à distance. Et je pense que c'est souvent ce qui arrive quand on parle du fait qu'on est aussi visité par une idée ou par quelque chose qui nous arrive. On n'a pas l'impression que ça vient de soi, que c'est propre à soi. On est visité par quelque chose d'autre. C'est la notion d'inspiration, telle qu'on la connaît depuis toujours presque, dit un peu ça. C'est un souffle étranger qui vient, d'une certaine manière, nous rendre visite. On est visité par cette espèce d'inspiration. Alors, voilà. Donc, dans la définition d'un mot, je pense aussi qu'il faut casser avec ce qu'on appelle le sens commun, c'est-à-dire le sens littéral, et voir quels sont les prolongements qu'on a pu donner dans l'usage et dans l'histoire à un tel mot. Et on se rend compte que finalement, dans le mot visite, il y a beaucoup ce rapport au lointain, à l'autre, au sens radical du mot, au sens où c'est quelque chose qui est tellement, caractérisé par son altérité, qu'on doit le saisir un peu comme un mystère, comme quelque chose qui reste un peu inconnu, même une fois qu'on lui a rendu visite.
Voilà, donc quelques petits éléments de réflexion autour de ce qu'on vient d'entendre. Mais merci, professeur Wallet. Donc là, pour avoir une vue d'ensemble, je vais passer à travers chaque étape, chaque dimension. C'est toujours la même personne qui, là, finalement, a la feuille. Et voilà. La première dimension, l'empirique. Ce que la personne observe, note, remarque, les faits, les données, les observations. Observation empirique, une utilisation de l'emphase par la mise entre parenthèses, une utilisation de l'accumulation, de l'énumération, d'images comme effet de style. Un seul verbe dans le deuxième paragraphe. Utilisation de l'opposition, c'est ceci et non pas cela. Longue phrase, souvent suivie de plus courtes, créant en rythme une respiration particulière. Glissement du pronom on vers je au fil des paragraphes. Complément de phrase séparé par une virgule en tête de phrase, fréquemment dans le troisième paragraphe. Champ lexical de la nature, arbre, souche, air, pierre, vent. Champ lexical du mystique, au-delà, monde voisin. Champ lexical du corps, de la sensorialité, épaule, regard, corps, je, intériorité pénétrée par l'extérieur, le dehors, et vice-versa. Verbes très nombreux. Deuxième dimension, la dimension cognitive, je pense. Ce texte fait appel au mythe de la rencontre avec l'altérité dans l'expérience esthétique. Il rend particulièrement bien le jeu de perméabilité qui s'opère entre celui qui contemple, vit, éprouve l'œuvre d'art et cette dernière. Or, bien que je reconnaisse à la réflexion de belle qualité et une portée d'évocation certaine, je trouve que cette dernière idéalise l'expérience artistique. Je reconnais la capacité d'une œuvre de toucher, d'agir, de pénétrer l'individu, mais cela n'arrive pas à tout coup. La rencontre dépend de la sensibilité, de la disponibilité à ressentir, du bagage de connaissances, d'expérience de chacun. L'idée de voyage, de déplacement, m'apparaît intéressante, bien exploitée et rejoint l'idée de la pensée migratoire de Wallet, ou de rencontre avec l'altérité chez Adorno, qui, en d'autres termes, parle de cette nécessaire rencontre d'un choc essentiel à la constitution de l'individu. Prochaine étape, la dimension affective. Je ressens à la fois l'espoir d'une telle rencontre avec l'œuvre d'art puisse exister et le désespoir de vivre dans une société qui perçoit l'œuvre comme une marchandise, une breloque, un objet de beauté à accrocher sur le mur, plutôt que comme une occasion d'expérience esthétique. Je suis à la fois, car toujours partagé de nature, emballé par le pouvoir de l'art et préoccupé que cela ne puisse être qu'une idée dont nous nous servons pour justifier notre plaisir de créer. L'art a-t-il le pouvoir de changer les choses? C'est la seule et unique question qui me préoccupe. Si ce n'était pas le cas, j'abandonnerais tout aussitôt.
Mais j'ai le sentiment que ce monde de ciment, de lignes droites, d'annonces de F-150, de clôtures, de rabais d'échelle à l'échelle de chaque trop d'inutilité matérielle, c'est la poésie qui peut trouver son chemin jusqu'au corps, à la chair, au sens anesthésié par la répétition du même. J'ai peur. L'écriture automatique. C'est drôle, penser à penser. Probablement trop fatigué. La pensée est au fond du puits. Avez-vous un seau? Je me demande si la pensée observe du fond du puits, dans l'obscurité, le cercle de la lumière à la surface et attend que mon visage apparaisse. Je pense à Murakami, à son personnage de l'oiseau à ressort, au temps qui passe et ne passe plus parce qu'il disparaît pour laisser place au corps souffrant. Celui qui était déjà là, mais qu'on n'écoute plus, que quand on reste coincé, seul dans un abribus à moins 40, et que soudain le problème ce n'est plus l'université, la blonde, la famille, mais les cuisses qui gèlent, les sourcils qui brûlent, les pieds qui pétrifient et qui saignent à chaque fois qu'un orteil remue au fond de la chaussure. Les pieds dans les flaques d'eau, le nez dans les arbres en feu, sentir qu'on renaît par le regard lancé vers le rien. Le froid dans la nuque et l'idée d'un café crème dans mon divan, avec un roman lu, goûté, savouré, pour le plaisir. Et surtout pas pour répondre à une consigne ou encore réfléchir. Non, ressentir le mouvement, le dénuement des pensées trop lourdes, laissées derrière soi, à l'entrée du puits de la lecture, une idée de profondeur, de noirceur, d'isolement, de solitude. Synesthésie. Qu'est-ce que la personne voit quand cette personne lit le texte? Je vois très peu, davantage un courant d'air, un souffle, un vent qui caresse. Je vois peut-être une pierre et un grand cadre rouge, éclairé légèrement, dans une pièce qui, sans être sombre, semble englobée par une douce pénombre. Je vois une personne immobile de dos qui regarde la peinture rouge, figurative, et qui ne cherche plus à quitter. Je ne sais pas si le cadre est œuvre d'art ou chair intérieure de celui qui regarde, mais il est pulsation, sang chaud, réflexion du corps fumant, déshabillé même de sa peau, de celui qui le regarde, se consume. Synesthésiste, qu'est-ce que la personne entend quand cette personne lit le texte? Justement, le silence se glisse en moi pour déloger la cacophonie habituelle des voix intérieures. Le vide me plaît quand il me caresse le ventre et non l'oreille. La voix de Wallet est douce, apaisante et sans artifice. Elle me glisse des mots doux à l'oreille, qui ne me remplissent pas, mais me vident. Maintenant, après avoir lu le texte,
quelle est la définition de visiter et de rencontrer dans le contexte de l'écrit. La définition de visiter dans le contexte de cet écrit. Visiter, rencontrer, est touché, pénétré, remué dans la chair par un objet d'art. La visite ici est présentée comme réciproque. On lui rend visite, ou c'est par elle qu'on est visité. Fin de citation. On parcourt l'œuvre de tout son corps, et l'œuvre vient ensuite parcourir le corps, le transformer, le marquer dans son expérience sensorielle et affective. La visite demande une disposition ouverte, sensible et accueillante, par laquelle l'humain consentit à baisser la garde, à laisser entrer l'œuvre en soi, quitte à être changé. Rencontrer, dans le contexte de l'écrit, rejoindre, se rapprocher, être percuté même par l'objet d'art. Ce contexte en appelle au contact incarné entre œuvre et humain. La rencontre semble impliquer un échange, au sens littéral. De regard, je vois le monde depuis tes yeux et non les miens. La rencontre est ici connivence, contiguïté qui mène au dévoilement d'un nouveau monde, d'un nouveau soi, perméable à l'altérité. Et je vous rappelle, professeur Ouellet, que tout ça s'est écrit sur le jet, in situ, sur le champ. Et c'était leur première expérience de la méthode de dialogie. Alors, on vous invite à répondre, puis on va ouvrir ça tout grand. Oui, c'est difficile de répondre à Oui. tout en détail, parce qu'il y a beaucoup d'éléments que vous avez soulevés là, dans les différentes étapes qui ont été traversées par chacun d'entre vous. Si vous permettez, je vais peut-être reprendre les choses à rebours, parce que ce que j'ai en mémoire, c'est davantage ce qui vient d'être lu. Je vais essayer de remonter jusqu'au début. Ce qui me frappe, effectivement, que, disons, dans la transformation de la définition de visitation et de rencontre, entre la première définition que vous m'avez donnée et celle-ci, c'est que là, on accorde beaucoup plus d'importance, je pense, une fois qu'on a lu ces quelques paragraphes là, d'À force de voir, à ce qui nous parle, plutôt qu'à ce qu'on peut en dire. L'œuvre d'art, en général, est toujours l'objet d'un discours, surtout maintenant, aujourd'hui, avec l'art conceptuel, où la parole a pris une telle importance par rapport à la dimension plastique et sensible de l'œuvre, de sorte que la parole du critique, et voire la parole de l'artiste, la parole du commissaire, du conservateur, etc., devient quelque chose qui efface d'une certaine manière ou annihile l'œuvre elle-même. Mon attitude à moi, et c'est pour ça que vous avez beaucoup parlé du silence et du vide, c'est plutôt de laisser parler l'œuvre, de la laisser me parler d'une certaine façon. Et de la même façon que Georges Duberman a fait ce très beau livre qui s'intitule « Ce que je vois, ce qui me regarde », je dirais que il faut l'appliquer aussi à la parole ou à la voix même de l'art. Je ne crois pas que que l'œuvre d'art soit muette, qu'elle ne consiste qu'en forme plastique, couleur, matière, geste, etc. C'est aussi quelque chose comme une voix, une parole. D'abord parce que on sait très bien que derrière toute œuvre d'art, il y a une intervention humaine, il y a un façonnement propre à un imaginaire tout à fait humain, et que par conséquent, il y a quelque chose comme une parole cachée derrière toute œuvre. Alors la première chose, c'est de se mettre à l'écoute de cette parole-là, au-delà même des formes apparentes du tableau, de la sculpture, de la vidéo, de la photo ou même de l'installation. Et de sorte que, effectivement, la rencontre se fait non pas seulement dans le sens de celui qui visite,
la galerie ou le musée où se trouve l'œuvre, mais dans le sens plutôt de cette espèce de spectre ou de fantôme qui habite toute œuvre, hein, qui hante toute œuvre, et qu'on laisse d'une certaine manière venir jusqu'à soi. Hein. Il faut laisser les choses venir, comme on dit. Hein. Même dans l'écriture, c'est ce qu'on recommande très souvent dans les cours de création, laisser venir. Alors, je pense que cette visitation et cette rencontre dont vous parlez abondamment, c'est d'abord ça. Hein. Vous dites, je parle à la personne qui a écrit le texte, là, baisser la garde. C'est précisément ça, baisser la garde, c'est laisser venir. Ouvrir les portes, ouvrir les fenêtres, hein, les portes et les fenêtres de la perception, de la sensation, des affects, etc. Tout ouvrir. On dit souvent que l'œuvre est hermétique. C'est faux. C'est le spectateur ou le lecteur qui est hermétique, qui est fermé à l'œuvre. Hein. Il n'a pas ouvert ses fenêtres. Il ne s'est pas éveillé à tout ce qui l'entoure, de sorte qu'il finit par attribuer cette fermeture au livre qu'il est en train de lire ou à l'œuvre d'art qu'il a devant lui. Et parce qu'il a les volets clos. Hein. Il faut ouvrir comme ça, c'est ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles, ouvrir l'esprit surtout, ouvrir l'âme sans doute, et toute sa corporéité. Hein. Vous savez que le corps tout entier sent. Hein. Il y a une proprioceptivité d'ailleurs qui est en jeu dans les œuvres d'art, de plus en plus aujourd'hui avec la notion d'installation, etc. Donc on est entouré par des données sensorielles qu'il faut laisser pénétrer par tous les pores de notre peau, hein, jusqu'à ce noyau sensible, hein, qui va enfin nous faire vibrer, et peut-être aussi ouvrir les vannes de la parole, parce qu'on a envie, quand quelqu'un nous parle ou quand quelque chose nous parle, de parler à notre tour. Hein. Je pense que la méthode dialogique que vous développez repose un peu sur ça. C'est-à-dire que quelque chose nous attire, nous frappe, et par conséquent, donc, nous touche et nous parle, et du coup, on a envie nous-mêmes de lui parler. Et c'est ce qui m'arrive, moi, quand j'écris à propos des œuvres d'art. Vous savez que je ne suis pas historien de l'art, je ne suis pas critique d'art non plus. Je n'écris qu'à propos des œuvres qui me parlent, et qui me pensent presque, hein, qui pensent à ma place, qui me donnent à vivre les choses que je n'aurais pas vécues sans elles. Hein. C'est grâce à elles, précisément, si je me suis éveillé à ces aspects de ma propre sensibilité qui avait été peut-être anesthésiée auparavant, effectivement, par un environnement un peu opaque, celui du monde contemporain. Alors cette espèce d'environnement ouvert que me donne la présence d'œuvres d'art dans une galerie, un musée ou dans une pièce, peu importe, instaure ce dialogue, cette rencontre, cette visite. Donc je suis content que vous ayez, je ne sais pas qui d'entre vous a écrit ce texte, vous n'avez pas su non plus qui avait écrit les extraits d'À force de voir que vous avez eus, mais en tout cas, je suis content de voir que cette notion de baisser la garde vous soit apparue comme essentielle, importante dans cette possibilité qu'on donne à la rencontre, à la visite. D'abord, baisser la garde, ouvrir les fenêtres. Voilà, donc ça c'est peut-être une première observation qui vient en particulier de la réponse à la toute dernière question. Mais je remarque aussi dès la première partie une sensibilité à l'aspect, je dirais, plastique du texte aussi. Hein, parce que, évidemment, quand je parle d'œuvres d'art, je ne fais pas trop de différence avec ce qu'on appelle un poème, un extrait de roman ou même une méditation dans un essai. Il y a une plasticité de la langue aussi, comme il y a une plasticité de la peinture, de la sculpture ou de la vidéo. Et j'ai été heureux de voir que vous avez remarqué, par exemple, cette espèce d'alternance de rythmes longs et lents avec des rythmes rapides, saccadés. Donc cette volonté de rompre un peu la monotonie, parfois, de la prosodie en français comme dans n'importe quelle autre langue, mais dans la prosodie française en particulier, parce que, contrairement à d'autres langues qui sont très accentuées, le français n'est pas accentué. Hein, donc il faut que la syntaxe fasse surgir de l'accent, crée du relief. Donc on a une patte qui est beaucoup plus ingrate que celle de nos amis espagnols ou italiens ou même anglophones, où il y a une rythmique liée à l'accentuation. On a une langue très peu accentuée. D'abord parce qu'il y a très peu il y a une trop grande abondance de voyelles. Donc très peu de répétitions dans notre langue qui crée très souvent cette pulsation inhérente au poème ou à toute écriture. Et donc c'est la syntaxe et
et ce qu'on appelle la morphosyntaxe, la prosodie, la façon d'organiser. Vous avez fait la remarque qu'il y a des phrases avec beaucoup de subordonnés, avec des incises, des parenthèses qui sont parfois marquées par des tirets de chaque part, mais très souvent par des virgules, tout simplement, pour essayer de créer des paliers de souffle, etc., comme dans la musique. Hein. Moi, j'aime qu'on lise des textes, que ce soit des poèmes ou des romans, exactement comme les interprètes lisent une partition, hein, en vue d'une mise en voix. Hein. Hier, j'ai eu l'occasion, un anniversaire d'une roi, de transposer à l'oral cette espèce de travail que je mène autour de la syntaxe et de la prosodie. Eh bien, j'ai fait exactement comme si j'étais un violoniste, hein, devant une partition une partita de Bach, et puis j'ai essayé de l'interpréter. Hein, parce que je ne suis pas meilleur interprète parce que je l'ai écrit. Il faut que je... Donc, alors, il y a cette idée-là du texte partition. Et je pense que vous avez été sensible à ça en parlant des longues et des brèves, etc., comme on en parle en musique. L'autre aspect que j'ai remarqué, c'est cette intuition que vous avez eue de comprendre le « on », non pas comme un impersonnel, mais comme une espèce de jeu que j'appelle, moi, transsubjectif. Un jeu qui est le tout un chacun, hein, comme disait Kant à l'époque, parce que pour lui, le sentiment esthétique relève du tout un chacun. C'est quelque chose de singulier, mais qui se partage par le plus grand nombre. C'est la magie, d'ailleurs, de l'œuvre d'art comme du texte littéraire, d'être si singulier, hein, si étrange parfois, hein, quand je sais pas, on écoute du Artaud, du Gauvreau, c'est un peu déconcertant, parce que c'est pas une langue qu'on entend dans la rue. Aujourd'hui, par exemple, du Guyota ou du Novarina ou du Hervé Bouchard, c'est quelque chose qui ne s'entend pas quotidiennement, donc c'est singulier. Et pourtant, c'est très largement partagé. Il y a des centaines de milliers de personnes qui ont lu Finnegan's Wake, hein, de James Joyce, livre très difficile que personne ne pourrait reproduire. Et pourtant, il y a une universalité de la langue de Finnegan's Wake. Alors, ça, c'est intéressant de voir comment ce « on », qui est très malléable en français, hein, on peut parler d'un « on » très impersonnel, comme font les scientifiques en général, mais aussi on peut voir le « on ». Je vous invite par exemple à prendre connaissance de l'œuvre d'un grand romancier français qui s'appelle Pierre Bergogneau, qui raconte son enfance, sa vie dans la campagne limousine, près de Brive. Donc c'est quelque chose de très personnel. Et pourtant, il utilise rarement le je. C'est le on. Hein, on faisait ci, on faisait cela. Mais c'est de lui qui parle. Mais c'est un on qui permet ce passage au tout un chacun, hein, à quiconque, si vous voulez. Alors ça, j'ai été content que vous le remarquiez aussi. Et puis, cette combinaison de termes qui renvoient tantôt à la nature, tantôt à ce qu'on a appelé pendant longtemps une surnature, c'est-à-dire à tout ce qui relève de la métaphysique. Vous avez parlé de la mystique, hein, j'aime bien le terme, j'y reviendrai sans doute plus tard parce qu'il est lié beaucoup à la question du mythe. Mais pour moi, la nature, c'est toujours une nature animée. Comme le tableau, d'ailleurs, est animé, comme le poème est animé, il n'y a pas que les êtres humains, et ni non plus que les bêtes qui sont des animaux. Il y a une animalité de la langue, une animalité des formes visuelles que les artistes produisent. Il y a du vivant partout. Et ce vivant premier, qu'on appelle la nature, hein, je vous rappelle que le mot nature vient de naissance. Hein, on parle souvent de la nature naturante, c'est-à-dire quelque chose qui naît perpétuellement. Hein, donc c'est une nativité permanente, la nature. Tout meurt et naît et renaît en même temps. C'est d'ailleurs le principe même qui sous-tend la fameuse thèse de la transmigration des âmes. Donc le principe du vivant se transmet, hein, continuellement de ce qui meurt à ce qui se crée. Donc il y a un lien très étroit entre le monde naturel pour moi, tel que je l'évoque dans les brefs passages qui ont été cités ici, et puis cette dimension mythique, mystique. Je vous dis tout de suite que je ne suis pas croyant. Hein. Je vais vous expliquer tout à l'heure d'où vient cet intérêt pour le sacré, qui n'est pas un intérêt qui vient de la religion. Parce que tous les peuples, même ceux qui n'ont pas de religion instituée, possèdent une notion du sacré et ont une conception de la nature qui est assez proche de celle des grands mystiques. Ça, c'est très étrange. Pourtant, il n'y a pas de religion dans ces sociétés-là. Pas de religion au sens où on l'entend aujourd'hui, en tout cas. Il n'y a pas de texte canonique avec des dogmes, etc. Bon. Donc, le sacré est beaucoup plus large que le religieux,
Il y a un grand anthropologue, Roger Bastide, que vous connaissez sans doute, qui a écrit un livre fondateur dans les années 60 qui s'appelle Le Sacré Sauvage. Je vais vous expliquer peut-être tout à l'heure ce que j'entends par sacré sauvage, mais on voit tout de suite avec le sauvage. Le sauvage, ça vient de la sylve, donc de la forêt, de la nature. Sylva, je ne sais pas s'il y a des sylvains ici, mais les sylvains sont tous des sauvages. Donc, c'est le même mot. La selva, comme dit Dante. Donc, il y a une sauvagerie du sacré, une naturalité du mystère, du mythe. Donc, ce vivant, cette vie, qui n'est pas uniquement dans les choses matérielles, mais aussi dans tout ce qu'on développe à partir de ces choses matérielles, toute cette dimension plus spirituelle du poème ou de l'œuvre d'art. Mais le poème, bien sûr, il est fait de mots concrets, qui sont des ondes sonores ou des marques graphiques sur un support. Mais il y a aussi toute la dimension sémique ou sémantique ou symbolique qui relève de l'esprit, c'est-à-dire du spiritus, de la façon de respirer, du souffle, etc. Donc, nature et surnature, pour moi, font un tout. Ce n'est pas un dualisme, c'est une sorte de monisme, si vous voulez, proche de ce que les gnostiques pensaient. On aura peut-être l'occasion d'y revenir dans la discussion. Donc, il n'y a pas de métaphysique dualiste comme dans toute la philosophie occidentale, depuis Platon jusqu'à Husserl, qui était le dernier, disons, à pousser à bout ce dualisme-là pour finir, dans la deuxième partie de son œuvre, par développer une forme de monisme. Donc, il y a toujours nature et surnature. Et pour moi, l'incarnation la plus vive de ça, c'est le tableau, qui est un morceau de nature. Ce sont des pigments colorés qui viennent, c'est des éléments physiques, mais qui portent une dimension psychique évidente, puisqu'on fait la différence entre un mur et un tableau. Le mur porte aussi des pigments de la peinture, et pourtant il y a une discontinuité très grande entre les deux. Donc on attribue une dimension symbolique ou psychique au tableau, même s'il est de nature physique. Alors, c'est de la nature surnaturante, j'appelle ça comme ça, ou la surnature naturelle. Donc, il y a, vous avez raison, donc, de noter qu'il y a une espèce de double isotopie mystique et nature dans mes descriptions d'œuvres d'art ou mes explications de l'expérience esthétique qu'on peut vivre face à elle. Je parle beaucoup, là, peut-être que je peux m'arrêter là, parce qu'il y a beaucoup d'autres éléments, peut-être plus personnels, parce que ça m'est difficile pour moi de revenir sur la dimension, par exemple, synesthésique ou la dimension subconsciente, parce que ça, c'est vraiment quelque chose d'idiosyncrasique. Ça vient de vous. Je pourrais, si j'avais vos textes sous les yeux, peut-être revenir et puis les décortiquer, comme vous avez peut-être fait avec les extraits qu'on vous a passés d'À force de voir. Mais voilà un peu ce que j'ai à dire, là, notamment des premières et dernières parties de l'enquête que vous avez menée. Alors, on ira à la prochaine étape, troisième étape, la dimension cognitive. C'est drôle. Pour observer, deuxième étape, j'ai examiné le texte par paragraphe, séparément, et sans faire de lien entre eux. Par conséquent, le sens global du texte m'échappait encore beaucoup. Dès que je suis passé à la troisième étape et que j'ai commencé à vouloir comprendre le texte, j'ai tout de suite relevé, en l'espace de 2 secondes, une isotopie de la mémoire que je n'avais pas vue en regardant le texte paragraphe par paragraphe. Alors voici ce que j'en pense. J'en comprends que le peintre serait celui qui donne à voir des choses qui viennent de très loin dans l'histoire de l'humanité. On dit qu'il fouille dans nos mémoires jusqu'à une époque préhistoire, pré-humanité, jusqu'à cet âge d'or qui se perpétue jusqu'à nos jours. Fin de citation. C'est-à-dire une époque qui est encore dans l'obscurité, dans la nuit, car selon lui, nous n'avons pas encore réussi à accoucher de notre humanité. L'art nous aide, mais nous n'y arrivons toujours pas. Le geste du peintre consiste à tracer des lignes de séparation. C'est sa condition élémentaire. Il ne peut pas faire autrement. Ce faisant, il offre au regard la possibilité de traverser ces frontières. Devant une œuvre,
l'esprit humain perçoit ce monde d'ombre et de lueur, d'espace et de temps, de forme et de couleur, qui nous ramène à ce que nous sommes depuis toujours. Devant une œuvre, nous pouvons habiter ce monde, nous en rappeler et le rêver, car il fait partie de nous, constitue notre humanité. Cette définition de la peinture me parle, car c'est quelque chose que je ressens souvent devant les œuvres d'art, le sentiment de voyager vers des lieux que je connais déjà. Ben, j'ai l'impression que c'est une réponse à ce que j'ai dit tantôt. C'est un peu un prolongement. Je ne voudrais pas me répéter quand même, mais c'est vrai que cette idée d'un voyage vers la nuit, vers le noir, moi, ça me fait beaucoup penser à ces voyages dans l'espace qu'on vit maintenant. On parle beaucoup d'aller sur Mars depuis quelques semaines. Et on a envoyé des sondes, encore plus loin même. Et c'est vraiment une avancée vers le noir. L'avancée seule dans l'insensé, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire aller toujours vers ce qui... Maintenant que la planète, je ne dirais pas qu'elle nous est parfaitement connue. Au contraire, elle recèle des secrets encore bien gardés, notamment au fond des mers et puis sans doute aussi au fond des continents. Mais je dirais que l'exploration a un peu cessé sur la surface, en tout cas, de la planète. Du coup, l'obscurité de l'espace nous attire, l'espace sidéral. Et on est de plus en plus questionné par l'existence des trous noirs, etc. Alors, je pense que tous ces attraits-là, ces aimants presque, ces attracteurs, ce sont on appelle ça en physique des attracteurs étranges. J'aime beaucoup cette expression. Ces attracteurs font que... vous savez qu'autrefois, on parlait de tropisme des plantes parce qu'elles sont attirées par la lumière. Je dirais que le tropisme des êtres humains, maintenant, est attiré par l'obscur, par la nuit, parce qu'il ne connaît pas encore, par les limites de son univers, par cette espèce de néant qui remplace Dieu pour nous, etc. On a beaucoup de questionnements là-dessus. Alors, on est des êtres tropiques comme les plantes, mais attirés peut-être par le contraire de ce qui fait tourner l'arbre ou la fleur dans ce qu'on appelle l'héliotropisme, vers la lumière du soleil. Alors, nous, on se tourne beaucoup vers la nuit. Ce qui est étrange, c'est que tout le XXe siècle a été voué à la nuit. Par exemple, l'invention de la psychanalyse, c'est pour mieux comprendre les profondeurs de l'inconscient, comme disait Freud, ou encore la vie onirique, c'est-à-dire la vie dans le noir, pendant qu'on est endormi, etc. Je dirais que le surréalisme en art... comme en littérature, a été aussi une exploration des phénomènes souterrains, etc. Et puis, on a vécu cette grande nuit, qui est la Shoah, il faut le dire, ça. Et la plupart, d'ailleurs, des grands témoignages qu'on a donnés de l'expérience concentrationnaire et de l'extermination des Juifs d'Europe portent le mot « nuit », comme chez Elie Wiesel, par exemple, dans le titre. Donc, on a vécu un siècle où le nocturne a largement dominé, alors qu'on annonçait les Lumières depuis la fin du XVIIIe et le rationalisme triomphant. Alors même si on dit qu'effectivement la technoscience a apporté beaucoup de progrès, je continue de penser que le XXe siècle a été porteur d'une grande nuit qu'on n'a pas fini d'interroger, avec plus de cauchemars que de rêves d'ailleurs, et donc il faut du coup que la littérature témoigne de ça. Et le 21e siècle est dans la continuité de ça, qu'on le veuille ou non. On a pris conscience, finalement, que le 20e siècle, c'était pas un siècle très lumineux. C'est pas, contrairement peut-être à ce qu'on faisait croire avec l'idée du progrès. Alors, voilà, donc on habite maintenant, je pense, un vaste continent noir. Il faut de nouveau s'éclairer aux chandelles pour voir où on s'en va. Parce que c'est vrai que les projecteurs, les spotlights, là, ne nous éclairent rien. Ils aplatissent tout. Voilà. Alors, on continue toujours le même texte, 4e étape. Je ressens la dimension affective.
J'aime beaucoup les images employées par l'auteur pour parler de ce que fait la peinture. Elles sont très polysémiques, mais participent à construire une unité de sens solide et riche dans le texte. J'aime surtout la mise en perspective dans le temps par rapport à l'histoire de l'humanité depuis le temps très ancien. J'aime cet usage du mot « nous ». On dirait que les écrivains n'osent plus trop employer ce mot, comme si c'était passé de mode, comme si ça ne voulait plus rien dire. Pourtant, je pense que c'est quelque chose qui nous manque beaucoup. C'est un peu la même chose pour humanité. Aujourd'hui, on se dit dans le poste. Trait d'union. C'est incroyable le dialogue sans oui, clair. C'est ça. On aurait déjà tout vu, tout vécu. L'histoire serait derrière nous. Pourtant, on sait de moins en moins regarder le monde qui nous entoure, ou on le regarde de façon intéressée, bornée, jusqu'à nos nuits. C'est ça. Nous vivons le plus souvent dans le noir, car nous ne voyons pas très large. Trop souvent, nous voyons petit, cupide et stupide. La peinture permettrait de nous relier à ce qu'on ne voit pas d'habitude. On se projette dans l'œuvre avec tout ce qui constitue notre humanité. Idée que l'œuvre révèle ce que porte en nous, comme dans le texte lu la semaine dernière, grâce au geste du peintre qui consiste à tracer des frontières qui n'attendent que notre regard pour être franchi ou transgressé. Ce texte me fait du bien par son intelligence et par la simplicité de ce qu'il annonce. Le sens n'est pas facile à comprendre lors d'une première lecture, mais une fois qu'on s'y attarde, c'est limpide et ça dit des choses essentielles. Je trouve que les définitions proposées par le texte sont intéressantes et tout à fait stimulantes, et je commence à les comprendre. Dans cette nouvelle lecture, qui sollicitait la dimension affective, je suis parti de ce que j'ai aimé dans le texte, image, nous et humanité. Puis j'ai assez vite glissé vers l'interprétation, parce que ça m'apporte un nouvel éclairage pour comprendre le sens du texte. C'est probablement tout l'intérêt de découper l'analyse selon plusieurs dimensions, n'est-ce pas? C'est vrai que dans l'écriture, il se passe exactement la même chose que dans la peinture pour Marc Séguin, ou dans ce geste initial qui a consisté à faire apparaître de la lumière à partir de la nuit. L'écriture est quelque chose qui, comment je pourrais bien dire ça, vous lance d'abord dans de l'inconnu, donc dans quelque chose qui ne saute pas aux yeux, qui ne s'impose pas par son évidence, et par conséquent, vous êtes dans l'obscur, vous êtes dans du nocturne, et je pense que le lecteur vit un peu la même chose. Quand il aborde un texte, il entre peu à peu, mot par mot, phrase par phrase, paragraphe par paragraphe, dans une sorte de nuit apparente, en tout cas au départ, et petit à petit, le texte fait sa propre lumière. Et je vous assure que c'est la même chose pour l'écrivain que pour le lecteur. Je me rappelle que la première fois que j'ai lu un poème de Mallarmé, notamment Le coup de dé, je m'étais lancé dans ce texte en tout premier, par la bizarrerie de sa présentation typographique. Eh bien, je n'ai rien compris, au sens où vous en parlez dans votre commentaire. Mais cette traversée de l'obscur, au cours d'une première lecture du coup de dé de Mallarmé, a été extrêmement riche en même temps, parce que elle a frappé mes sens sans que je m'en rende compte consciemment, c'est-à-dire cognitivement. Et peu à peu, au cours d'une deuxième, d'une troisième ou d'une quatrième lecture, la lumière se fait. Et je suis persuadé que Mallarmé, au moment où il a tracé son poème,
et c'est pas pour rien qu'il l'a justement distribué de manière gestuelle dans la surface de la page, a dû vivre quelque chose de semblable. D'ailleurs, il compare le texte à une constellation. Donc, c'est sur le fond de nuit que ces mots étoiles ou les mots planètes finissent par créer justement des configurations qu'on peut appeler des constellations et avoir du sens. Donc, il y a quelque chose dans l'écriture, comme dans la lecture, qui ressemble un peu à ce processus dont je parlais tout à l'heure, de faire surgir de la lumière à partir du noir. Et donc de faire surgir du visible à partir de l'invisible, en fait, de ce qu'on ne peut pas voir aisément, en tout cas, qui est là, qui est présent. Parce que dans la nuit, tout est là. Les choses ne s'effacent pas. Elles continuent d'exister, même si on ne les voit pas. Et c'est ce qui se passe quand on est face à un texte qui nous apparaît un peu obscur au départ. Tout est là, mais on ne le voit pas. Donc il faut le faire apparaître peu à peu, comme si on avait une petite lampe de poche, une petite loupiote, un petit lampion, ou une allumette, ni plus ni moins, pour voir les choses petit à petit. D'ailleurs, il y a un mythe aborigène en Australie. Si vous connaissez peut-être le grand écrivain Claude Ollier, qui est mort il y a quelques mois, qui a écrit un très grand livre qui s'appelle Outback. Il part de l'idée que les aborigènes se faisaient de la naissance du monde. Il dit que... il reprend les mythes en disant que pour eux, le monde a été créé par des espèces de géants qui portaient un flambeau et qui, au fur et à mesure qu'ils découvraient des choses, par exemple, je ne sais pas, un arbre, une montagne, un kangourou, les nommaient grâce à l'éclairage que le flambeau lui permettait de projeter sur la chose ou la bête au sein de la nuit. Et c'est comme ça que le monde et le langage sont nés conjointement, par l'éclairage au flambeau dans une nuit totalement opaque. Donc, dans la nuit, les choses sont là, présentes, mais on ne les voit pas. Alors, moi, je vois les textes un peu comme ça. Il y a plein de sens, de significations, de symboles, etc., qui sont présents, mais petit à petit, comme je l'ai fait pour le coup de dé de Mallarmé, je les fais surgir de cette espèce de fond obscur, comme probablement le poète lui-même l'a fait au moment où il a tracé ce grand poème sur la page. Alors, j'aime bien cette idée qu'effectivement, que c'est dans un deuxième temps, j'aime bien cette idée du deuxième temps, moi, que les choses apparaissent. Il y a des auteurs, par exemple, qui me sont restés opaques pendant plusieurs années, et j'y suis revenu par la suite, avec un éclairage totalement différent. Donc, il faut laisser les choses, comment dire, s'installer en nous. Je disais les laisser venir, mais elles ne viennent pas d'elles-mêmes parfois, elles ne viennent pas d'un coup. C'est qu'elles se déposent par petites strates, par petites couches en soi, et finalement, peu à peu, on finit par les comprendre. J'ai toujours eu beaucoup de problèmes avec les fameux cantos d'Ezra Pound, grands poèmes, polyglottes, avec une mémoire de toutes les cultures anciennes et modernes. Et jusqu'à temps que je lise les cantos pisans, là, les cantos qu'il a écrits dans la ville de Pise au moment où il était enfermé, pendant, vous savez c'est un poète antisémite, ça existe, il y a eu Gottfried Benn, il y a eu Louis Ferdinand Céline, mais il a été donc emprisonné. Il a écrit ces poèmes-là dans un moment donc difficile pour lui. Et ces cantos pisans m'ont révélé l'ensemble des cantos et que j'ai pu relire avec un plaisir que je n'aurais jamais imaginé avoir au moment de ma première lecture où je butais sur chaque phrase, chaque vers. Bon, je vous dis ça parce qu'il n'y a pas de texte obscur. Il y a seulement des textes qui attendent un éclairage. Voilà, donc je suis content de votre patience. Si peut-être dans les premiers moments, la lecture vous a paru difficile, effectivement, après un certain apprivoisement, une certaine disponibilité, une certaine patience pour que le texte se dépose en vous, là, soudain, il est clos. Il fait sa propre lumière, comme les tableaux de Marc Séguin font leur propre lumière autour des personnages qu'ils représentent. D'ailleurs, je peux vous dire, professeur Ouellet, vendredi dernier, on a passé 2 heures complètes, bien sonnées, sur un seul texte, la première feuille. Oui. Donc, mais là, le temps file. Oui, donc, je vais lire quelques dimensions, toujours le même processus. 5e étape, l'écriture automatique, la dimension subconsciente. Tout ce que me vient à l'esprit en lisant ce texte, mais je crois que je n'ai pas bien compris cette partie de l'exercice. Paléo, préfixe qui me rappelle mes cours d'histoire.
J'ai toujours aimé l'histoire, mais j'ai eu du mal à suivre en classe. C'est long, l'histoire de l'humanité, pour la mettre dans des livres. L'autre jour, j'ai commencé par chercher paléographique dans le dictionnaire, réflexe scolaire, mais même si j'adore les dictionnaires, j'aime le mot fouilleur. C'est aussi quelque chose que j'aime faire, et c'est un mot qui n'existe pas dans le dictionnaire. Curieux, le mot préhistoire, au pluriel. Un jeu de mots pour dire quoi? Nous serions encore dans notre pré-humanité? Pourquoi? Parce que nous n'avons pas fini de naître? Au début du paragraphe suivant. Mais ça veut dire quoi au juste? Ça y est, je bloque devant une image que je ne suis pas sûr de bien interpréter. C'est terrible. Je ne respire plus. Ça me met dans un tel état. Je sais, je devrais m'arrêter et respirer. Bon, est-ce que je suis vraiment en train d'écrire tout ce qui me passe par la tête devant le texte? Sûrement pas. Je me pose des dizaines de questions et je ne peux pas m'en rendre compte, ça va beaucoup trop vite. Et puis, il y a toutes les autres dimensions. Je reprends le texte. Oh, je commence à être fatigué et j'en ai un peu marre de voir. Les deuxième et troisième paragraphes sont assez clairs pour moi. C'est le premier qui me pose un peu de problème. Je m'énerve de ne pas tout comprendre. Je bute devant un mot, une expression, une image. En tout cas, je saisissais bien le sens global. Je perçois aussi qu'il y a plusieurs façons de lire les images, comme plusieurs niveaux. Mais je suis trop fatigué. J'arrête. Sixième étape, synesthésie, voir. Voici ce que je vois en lisant ce texte. Je vois la main du fouilleur qui exhume des choses d'un passé très ancien. Il enfonce son bras dans une masse mouvante de formes incertaines et y puise des éléments pour en faire des peintures. Je vois la grande noirceur de l'âge d'or noir, de nos nuits, comme une très longue période de brouillard sombre. Puis je vois une sorte de chambre d'accouchement, dans une sorte de caverne de terre tout autour. C'est de la terre rouge et glaiseuse. Il fait chaud, la lumière est faible. Et le souffle qui s'efforce de suivre le travail difficile, travail qu'il faut aussi forcer ou soutenir à l'aide d'outils, pinces et forceps. Ça bouge tout autour. On s'affaire pour aider à cette tâche si importante. C'est long et ardu. Alors, la naissance, quelque chose apparaît. On distingue des formes, de la lumière et de la couleur. On peut se glisser dedans, les rejoindre par la pensée, se confondre avec elle. C'est une sorte de voyage dans le temps et dans l'espace pour rejoindre l'endroit où enfin nous nous retrouvons. Enfin, je vois le geste du peintre répété à outrance, une main au geste sûr et précis qui sait ce qu'elle fait parce que c'est ce qu'elle a fait depuis toujours. Elle travaille avec application pour faire le tri des masses vasseuses, informes, et en retirer quelque chose. Avec son pinceau, la main trace des lignes, met des taches de peinture là où il n'y avait rien. Elle le fait longtemps et les formes apparaissent. Les images se précisent. Petit à petit, on arrive à se situer dans l'espace. Quelqu'un a mis des balises,
des cônes oranges ou des cordons pour aider les visiteurs à se repérer entre deux espaces ou territoires qu'on ne différenciait pas jusqu'ici. D'autres images ne sont pas clairement dessinées, offertes à la vue, mais elles sont là quelque part dans l'ensemble. Pour les rejoindre, pénétrer dans l'un trait d'union visible de la toile. Il y a quelque chose à traverser, à transgresser. La main du peintre, par son geste, peut y pénétrer, ainsi que le regard de celui qui contemple la toile. Mais cela implique d'être frappé par une vive lumière blanche et très forte, comme un flash d'appareil photo, mais qui pénètre la conscience et imprime quelque chose dans le cerveau. La petite blessure est quelque chose qui déchire le tissu pour pouvoir atteindre ce qui sommeillait. Synesthésie, entendre. Et voici ce que j'entends en lisant le texte. J'entends le fracas de la pierre et de la glace préhistorique, le brut qui va se transformer avec le temps. Puis dans la stabilité de l'apparente harmonie des temps présents, l'âge d'or noir, il extirpe, aspire. J'entends le son d'un courant et on revient au silence de la nuit. J'entends le souffle de l'accouchement, le son métallique des pinces et des forceps. Et ensuite quelque chose comme des formes qui s'entrechoquent doucement. Ce sont des sons de plus en plus harmonieux, comme un triangle en métal, l'instrument qu'on frappe. Ça résonne et ça se répond. Enfin, le son du fouilleur qui brasse les eaux vaseuses et à nouveau des sons plus précis, plus harmonieux, avec des tonalités et des sonorités distinctes qui éclatent et qui instaurent un ordre. Puis, le son de la transgression. Quelque chose est percé, déchiré, légèrement meurtri, mais que nous allons réparer et intégrer dans la mémoire. C'est magnifique, hein? J'ai l'impression de lire un scénario pour une adaptation cinématographique de ces 3 paragraphes, ou encore une partition imaginaire pour une symphonie ou même un opéra que j'aimerais bien entendre. Non, j'ai beaucoup aimé vos descriptions qui correspondent un peu au petit film et à la petite musique que j'entends moi-même quand j'écris. Je retiens peut-être 2 choses, c'est-à-dire le fouilleur, parce que ça revient très souvent, c'est-à-dire celui qui entre dans la matière pour la façonner. C'est pas seulement celui, par exemple l'archéologue, qui creuse pour trouver quelque chose qui serait de l'ordre d'une matière précieuse, mais celui qui brasse la matière, point. Pas nécessairement pour trouver quelque chose dedans, mais pour la brasser, pour la remuer. C'est vrai que je remue beaucoup de matière dans ce que j'écris, même s'il y a des idées, des concepts, il reste qu'il y a une matière verbale, et je pense que tout le monde l'a senti, ce qui est formidable pour moi, qui correspond un peu à la patte de l'écrivain, les pigments qu'il utilise. Donc j'aime beaucoup travailler la langue comme on travaille, comme le potier aussi travaille la glaise. J'ai l'impression dans les gestes que Norman faisait tout à l'heure qu'il y avait quelque chose de l'artisanat. Il y a un artisanat. René Char appelle ça un artisanat furieux. Brasser justement toute cette matière qui nous est léguée. Dès qu'on arrive au monde, on arrive donc dans une substance de choses qu'il faut remuer et animer, à laquelle il faut donner vie. Donner vie à la matière, c'est vraiment ce que l'artiste fait et ce que l'écrivain, d'une certaine manière, fait aussi avec la matière verbale. Et puis l'autre mot, c'est le mot respiration qui revient plusieurs fois. Mon dernier essai s'appelle « De l'air », où je montre bien que finalement,
venir au monde, venir au jour, c'est enfin respirer, parce que vous savez que le souffle de l'enfant dans le sein de sa mère est complètement obstrué, hein? Donc il n'a accès, je dirais, à la vie que par le biais du souffle de sa mère, d'une certaine manière, qui se transforme en nourriture pour lui. Mais le moment important, quand vous venez au monde, c'est le moment où vous respirez pour la première fois, hein? Vous laissez l'air entrer dans vos poumons. Donc, sans quoi le nourrisson meurt ou aura plus tard, s'il a eu des difficultés, des troubles cérébraux, etc., des troubles de croissance. Donc, l'air est vital. Et c'est quelque chose qui n'existe pas dans le ventre maternel, qui n'existe pas avant cette séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas dont je parlais tout à l'heure pour le monde naturel. Donc, il faut créer de l'air. Moi, c'est ce que j'aime. C'est plus clair encore dans les mythes grecs, hein, dans la théogonie d'Hésiode. Hein. Théogonie d'Hésiode, c'est très net que la terre et la nuit se séparent. Il ne dit pas d'ailleurs, Hésiode, que c'est le sombre et le lumineux, mais il dit la nuit et la terre. Donc deux entités sombres pour lui. Et il dit que le fait de les séparer, ça fait advenir de la lumière entre les deux, du vide et de la lumière. Et surtout de l'air, dit-il. Donc la lumière n'est pas opposée, c'est quelque chose qui naît de la séparation de deux entités obscures. Relisez la théogonie, c'est magnifique. Et là, c'est l'air. Il n'y avait pas d'air avant, tout était compact. La nuit et la terre étouffaient toute possibilité d'atmosphère. Donc on crée l'atmosphère, on crée l'air, littéralement on crée le ciel, ni plus ni moins, avec le vent, le souffle, etc., les esprits. Bon. Donc cette idée, hein, de sortir à l'air, c'est très important pour moi. Et le grand dehors, hein, j'ai écrit un livre qui s'appelle Outland, mot que j'emprunte bien sûr à Melville. C'est pour parler sur un plan politique et poétique de cette nécessité de sortir de soi, de sortir de l'ici, de sortir de toute forme d'identité territoriale, familiale, individuelle, pour respirer mieux. C'est la condition de la respiration. Hein, aller toujours plus loin dans cet accouchement de soi dont on parlait tantôt, là, dans cette parturition, cette obstétrique en quoi consiste l'écriture, l'art, se donner naissance dans un monde toujours plus large, plus vaste, où il y a plus d'air, hein, où l'atmosphère est plus... où l'air est libre, voilà, hein, et l'atmosphère plus dégagée. Parce que beaucoup de choses occupent notre espace aujourd'hui qui empêchent de respirer. Je pense qu'on vit une époque très asphyxiante, hein, avec notamment la multiplication des médias. Hein, je vois tout le monde le nez collé à son écran de téléphone, quand ce n'est pas à son écran de tablette. Et je suis très content. Bon, il y a un ordinateur, mais je pense que c'est pour les bonnes raisons. C'est que dans les dernières séances de mes séminaires, j'avais que des Apple comme ça, ouverts devant moi. Et j'avais l'impression que ça me bouchait l'air. Hein, pas seulement la vue sur le visage, les personnes à qui je m'adressais, mais beaucoup d'étudiants se cachaient un peu derrière l'ordinateur. Donc, je pense qu'on vit dans un monde bouché par les écrans. Hein, donc, il faut percer l'écran, repercer les écrans. Peut-être à l'époque de Pasolini, qui ne voyait plus les lucioles, c'était les projecteurs, hein, qui étaient néfastes. Maintenant, c'est beaucoup l'écran. Allez dehors. Respirez l'air. J'ai un téléviseur chez moi. J'habite au bord d'une rivière, la rivière Richelieu. Il y a donc une très, très grande baie vitrée. Et je me rends compte que même quand j'ouvre la télé pour écouter les informations, qui m'importent quand même beaucoup, je veux savoir ce qui se passe dans le monde, mais mes yeux sont toujours attirés vers la rivière. Et je suis toujours distrait de ce que je dois voir à l'écran par ce qui se passe dehors, le vent dans les feuilles, les vagues sur le Richelieu, les lièvres qui passent, les petits lapins de Garenne que je vois dans le terrain, les chats qui traversent la cour. Donc, il y a plus de choses à voir, je vous dis, là, dans le monde dans lequel on peut respirer librement que devant un écran où il n'y a pas d'air. Hein? L'écran est plat, même si on a l'illusion que c'est
c'est pas le grand volume d'air dont chacun a besoin pour que son... Moi, je fais toujours un lien entre l'esprit et la respiration, hein, c'est le même mot, hein, spiritus. Et donc, pour que notre capacité à respirer soit la plus étendue possible et que du coup, notre esprit s'élargisse, il faut affronter le grand dehors. Hein, et j'appelle ça le grand dehors parce que c'est quelque chose qui n'a pas de limite. Et si j'ai choisi de vivre là-bas, si on a choisi de vivre là-bas, c'est parce que le ciel est très vaste. Hein, en Montérégie, il n'y a pas beaucoup de montagnes, donc vous avez accès à l'espace très facilement. Et surtout quand il y a une rivière devant vous qui mène au lac Champlain et puis au fleuve Saint-Laurent, vous voyez les choses comme elles sont, c'est-à-dire sans limite, c'est-à-dire sans frontières. J'aime bien voir... quand je me suis procuré un petit bateau, étant donné qu'on était quand même sur un cours d'eau qui nous menait un peu partout, et au moment où j'ai dû prendre des assurances, on m'a demandé, mais monsieur, c'est pour la région où vous habitez, sinon on peut vous donner une assurance beaucoup plus, qui couvre un territoire beaucoup plus vaste. Alors, j'ai dit oui, par exemple, entre la baie d'Hudson et la mer des Antilles. Alors là, c'est vraiment, ça m'a convaincu. J'ai payé plus cher mon assurance, mais pour rien, parce que je n'irai jamais là. Mais simplement pour savoir que je suis couvert de la baie d'Hudson à la mer des Antilles. C'est formidable. Voilà, le grand dehors, c'est ça.